Chouette, épilogue. Au cours des semaines qui suivirent, l'histoire Maman Paula poussa comme un champignon et vira au beau scandale. L'étude d'impact sur l'environnement manquante fit la première page de la Gazette et porta le coup fatal au projet de crêperie. Il s'avéra qu'une EIE avait bien été effectuée et que les zoologistes du groupe avaient répertorié 3 couples de chouettes déterriers nichant sur le site. En Floride, ces oiseaux sont strictement protégés en tant qu'espèces particulièrement menacées. Aussi, leur présence sur le terrain de Maman Paula aurait-elle posé de sérieux problèmes juridiques et créé un désastre sur le plan des relations publiques si on l'avait ébruité. Par conséquent, l'étude d'impact sur l'environnement avait disparu fort à propos des archives de la mairie. On retrouva par la suite le dit rapport dans un sac de golf du conseiller municipal Bruce Grandy, accompagné d'une enveloppe contenant approximativement 4 500 dollars en liquide. Le conseiller Grandy nia avec indignation que cette somme fût un pot de vin du groupe de Maman Paula, avant de se ruer à Fort Myers et d'engager le plus cher des avocats pour sa défense. Dans le même temps, Kimberly Lou Dixon abandonnait son rôle de Maman Paula pour la télévision. Elle déclara qu'elle ne pouvait plus travailler pour un groupe prêt à enterrer des bébés chouettes, rien que pour vendre quelques malheureuses galettes d'avoine de plus. Le point d'orgue de sa déclaration larmoyante fut le moment où elle exhiba sa carte de membre perpétuel de l'Audubon Society, instant qui fut immortalisé par Entertainment Tonight, Inside Hollywood et le magazine People, qui publia aussi la photo de Kimberly Lou Roy et Béatrice, main dans la main, à la manif pro-chouette. Kimberly Lou Dixon n'avait jamais suscité un tel intérêt médiatique, ni comme finaliste du concours de Miss America, ni comme future vedette des envahisseurs mutants de Jupiter 7. La mère de Roy suivit à la trace l'envol de la carrière de l'actrice dans les éditos du showbiz où on signalait qu'elle venait de signer un contrat pour faire une apparition dans le nouveau film d'Adam Sandler. Inversement, la publicité faite autour des chouettes fut un cauchemar pour le groupe des maisons des crêpes 100% américaines de Maman Paula, qui se retrouva en première page du Wall Street Journal pour un article tout sauf flatteur. La valeur de l'action de la compagnie plongea aussitôt à pic. Après avoir pété les plombs lors de la cérémonie d'inauguration, Chuck E. Muckle fut rétrogradé au poste d'assistant vice-président junior et contraint de suivre un cours de comment gérer son agressivité, qui ne porta pas ses fruits. Peu de temps après, il démissionna du groupe et prit un boulot de directeur de croisière à Miami. Pour finir, Maman Paula n'eut d'autre choix que d'abandonner son projet d'implantation d'un restaurant à l'angle d'Oriole-Est et de Woodbury. Après le harcèlement des gros titres concernant l'EIE manquante, la désertion embarrassante de Kimberly Lou Dixon, les plans télé de Chuck Muckle sautant à la gorge d'une journaliste et, enfin, mais pas infime, ces chouettes de malheur. Tout le monde était sans dessus dessous à propos des chouettes. NBC et la CBS envoyèrent des équipes de tournage au collège de Trace Middle pour rencontrer jeunes manifestants et membres du corps enseignant. Roy fit profil bas, mais Garrett lui apprit par la suite que Miss Henpin avait donné une interview où elle faisait l'éloge des élèves qui avaient manifesté à l'heure du déjeuner, en affirmant les avoir encouragés à y participer. Roy était toujours amusé quand les adultes mentaient pour se donner de l'importance. Il ne regardait pas la télévision ce soir-là, mais sa mère se précipita dans sa chambre pour lui apprendre que Tom Brokaw parlait de lui et de Béatrice aux infos nationales. Mrs. Eberhardt emmena Roy au salon, juste à temps pour entendre le PDG de Maman Paula promettre de faire du terrain de Coconut Cove une réserve, un sanctuaire permanent pour les chouettes des terriers et de faire don de 50 000 dollars au Conservatoire de la Nature. Nous tenons à assurer à tous nos clients que Maman Paula demeure fortement concernée par la protection de l'environnement, dit-il, et nous regrettons profondément que les agissements négligents d'une poignée d'anciens employés et d'entrepreneurs aient pu mettre en péril ces petits oiseaux uniques en leur genre. Quelle connerie, murmura Roy.
Roy Andrew Eberhard, veux-tu? Pardon, maman, mais ce type ne dit pas la vérité. Il savait tout sur les chouettes, ils étaient tous au courant. Mr. Eberhard supprima le son de la télévision. Roy a raison, Lydie. Ils protègent leurs arrières, c'est tout. Bon, l'important c'est que tu aies agi, dit sa mère à Roy. Les oiseaux sont à l'abri de ces gens de la crêperie. Ça devrait te faire très plaisir. Oui, répondit Roy, mais ce n'est pas moi qui ai sauvé les chouettes. Mr. Eberhard s'avança et posa une main sur l'épaule de son fils. Tu as fait circuler l'info, Roy. Sans toi, personne n'aurait su ce qui se passait. Personne ne serait venu manifester contre les bulldozers. Ouais, mais c'est le demi-frère de Béatrice qui est à l'origine de tout, fit Roy. C'est lui qu'on aurait dû citer chez Peter Brokaw ou je ne sais où. Tout est parti de lui. Je sais bien, mon chéri, dit Mrs. Eberhard, mais il a disparu. Roy acquiesça. Oui, ça en a tout l'air. Doigt de Mulet avait tenu moins de 48 heures sous le même toit que Lona, qui avait passé le plus clair de son temps au téléphone à tenter d'obtenir de nouvelles interviews télévisées. Lona avait compté sur son fils pour que la famille Lipp reste sous les feux de l'actualité, le dernier endroit où lui avait envie d'être. Béatrice aida le garçon à quitter la maison en catimini, tandis que Lona et Léon se disputaient au sujet d'une nouvelle robe qu'elle avait achetée 700 $ en prévision de sa participation à l'émission d'Oprah Winfrey. Personne de l'équipe d'Oprah n'ayant rappelé Lona, Léon exigeait qu'elle rende la robe et se la fasse entièrement rembourser. Au moment où l'engueulade des Lipp atteignait environ le niveau de décibels d'un bombardier B-52, Béatrice aida son demi-frère à sauter par une fenêtre de la salle de bain. Malheureusement, un voisin trop curieux avait confondu l'évasion avec un cambriolage et prévenu la police. Doigt de Mulet avait à peine parcouru 2 blocs que des voitures de patrouille le prenaient de vitesse et le cernaient. Lona, furieuse et dépitée que son fils soit retombé dans ses vieilles habitudes de fugueur, déclara aux agents de police qu'il lui avait volé un anneau d'orteil de grande valeur dans sa boîte à bijoux et exigea qu'on l'enferme dans un centre d'éducation surveillé pour lui donner une bonne leçon. Le garçon n'y était resté que 17 heures avant de s'évader et, cette fois, avec un complice inattendu. Dissimulé dans un panier à linge avec son nouveau meilleur ami, Dana Matterson était loin de se douter qu'on l'avait spécialement choisi pour l'évasion, que le gamin blond maigrichon savait exactement qui il était et connaissait tous les coups tordus qu'il avait fait à Roy Eberhard. Avec son esprit borné, Dana avait dû croire à un coup de chance inespéré. Le panier à linge, une fois chargé dans la camionnette du blanchisseur, franchit les grilles du centre. Le son des sirènes, qui s'approchaient, ne l'avait sans doute pas inquiété jusqu'à ce que la camionnette freine et que les portières arrière s'ouvrent à la volée. Les 2 fugitifs sautèrent hors du ballot malodorant de vêtements sales et d'étalèrent à toutes jambes. Plus tard, en apprenant l'histoire de la bouche de Béatrice, Roy sut aussitôt pourquoi son demi-frère avait choisi Dana Matterson comme compagnon d'évasion. Doigt de Mulet était vif et fuyant comme une anguille, tandis que Dana était mou et avait les pieds endoloris, n'étant pas encore tout à fait remis de sa mésaventure avec les pièges à rats. Le pigeon parfait, Dana. Ce qui est sûr, c'est que la police avait facilement rattrapé ce gros voyou, même qu'il sema 2 agents avant de se faire plaquer au sol et menotter. À ce moment-là, le demi-frère de Béatrice n'était plus qu'un point flou au loin, une traînée couleur bronze qui disparaissait dans l'enchevêtrement d'une ligne d'arbres. La police ne le retrouva pas, mais ne poussa pas très loin les recherches. Dana était la prise de choix, celui qui avait un casier et une mauvaise conduite. Roy, non plus, ne retrouva pas Doigt de Mulet. À plusieurs reprises, il s'était rendu à bicyclette à la casse auto et avait jeté un œil dans la camionnette de crème glacée Jojo, mais elle était toujours vide. Puis un beau jour, la camionnette elle-même disparut, embarquée pour être compressée en un cube de ferraille rouillé. Béatrice Lipp connaissait la cachette de son demi-frère, mais il lui avait fait jurer de garder le secret. « Désolée, Tex, avait-elle dit à Roy, je l'ai juré sur ma tête. »
Donc, et oui, le garçon avait bel et bien disparu, et Roy savait qu'il ne reverrait plus Napoléon Bridger, à moins que ce dernier ne le veuille. Il s'en tirera, il sait comment survivre, dit Roy au bénéfice de sa mère. J'espère que tu as raison, fit-elle, mais il est si jeune. Hé, j'ai une idée. Le père de Roy fit cliqueter ses clés de voiture. Si on allait faire un tour. Quand les Eberhardt arrivèrent à l'angle de Woodbury et d'Oriole Est, deux autres véhicules étaient déjà garés devant le portail de la clôture. L'un d'eux était une voiture radio, l'autre un pick-up bleu. Roy reconnut les deux. L'agent David de Linco s'était arrêté en revenant du commissariat. Il avait reçu un autre bon point de son chef, cette fois pour avoir aidé à la recapture de Dana Matterson. Leroy Branitt, le frisé, temporairement entre deux boulots, conduisait sa femme et sa belle-mère au centre commercial quand il avait décidé de faire ce bref détour. Comme les Eberhardt, ils étaient venus voir les chouettes. Le crépuscule tombait et ils patientaient dans un silence amical et consensuel. Même si les sujets de conversation ne leur manquaient pas, à l'exception de la clôture et de ses banderoles défraîchies, les lieux ne révélaient aucune trace de l'ancienne présence du groupe de la crêperie. On avait remorqué la caravane du frisé, déménagé les engins de terrassement, rendu les toilettes ambulantes à la société de location, même les jalons avaient disparu, arrachés du sol et emportés avec les ordures. L'air nocturne s'emplit peu à peu du chant des grillons et Roy sourit sous cape en se rappelant ceux qu'il avait lâchés dans le coin. Il était évident que les chouettes ne manquaient pas d'autres insectes pour se nourrir. Peu après, un couple de nocturnes surgit d'un terrier voisin. Leur rejeton, flageolant sur ses pattes, les suivait, d'aspect aussi fragile qu'une décoration de Noël. À l'unisson, les chouettes firent effectuer une rotation à leur petite tête pour dévisager les humains qui les dévisageaient, elles. Roy s'imaginait d'ici ce qu'elle pensait. Faut avouer, fit le frisé, avec un grognement affectueux, qu'elles sont trognons. Un samedi, après que le scandale Maman Paula fut retombé, Roy assista à un match de foot que jouaient Béatrice et ses amis. L'après-midi était caniculaire, mais Roy s'était résigné au fait qu'il n'y avait pas de changement de saison en Floride du Sud, seulement de légères variations de l'été. Et même si le piquant des automnes du Montana lui manquait, Roy se surprit à y rêvasser moins souvent. Aujourd'hui, le soleil illuminait le terrain de foot, vert comme un tapis de néon, et Roy fut ravi de retirer son t-shirt pour se dorer. Béatrice marqua 3 buts avant de le remarquer vautrer dans les tribunes. Quand elle le salua du bras, Roy leva les 2 pouces et pouffa, parce que c'était plutôt drôle, Béatrice le bulldog qui saluait Tex le nouveau. Le soleil au zénith et la chaleur vaporeuse rappelèrent à Roy un autre bel après-midi. Il n'y avait pas si longtemps, ni point trop loin de là. Avant la fin du match, il rafla son t-shirt et s'esquiva. Le trajet était court du terrain de foot au bras de mer camouflé. Roy enchaîna sa bicyclette à une vieille souche noueuse et se fraya un chemin entre les arbres enchevêtrés. La marée étant très haute, seule une portion effritée de la cabine de pilotage de la Molybelle était visible au-dessus de la surface. Roy suspendit ses baskets à une branche fourchue et nagea jusqu'à l'épave, en se laissant porter par la tiédeur du courant. Il agrippa à 2 mains le rebord du toit de la cabine et se hissa sur le bois gondolé. Il y avait à peine assez de place pour s'y percher au sec. Roy s'allongea sur le ventre, chassa le sel de ses yeux d'un battement de cils et attendit. Le silence l'enveloppait en douceur, comme une couverture. Il vit d'abord l'ombre en forme de T du balbuzard traverser l'eau verte et pâle en dessous de lui. Plus tard vint le héron blanc, planant bas et quêtant vainement un haut fond ou pataugé. Bientôt, l'échassier se posa à mi-hauteur d'une mangrove sombre, lançant des cris rauques et irrités contre la marée haute.
Même si cette élégante compagnie était la bienvenue, Roy gardait les yeux rivés sur le bras de mer. Le plouf d'un tarpon, qui se nourrissait en amont, le mit en alerte et, comme de bien entendu, l'eau se mit à s'agiter et à bouillonner en surface. Quelques instants plus tard, un banc de mulets fit irruption, tels des traits d'argent brillants, jaillissant dans les airs encore et encore. Sur le toit de la cabine, Roy rampa en avant, le plus loin qu'il osa, les bras ballant dans le vide. Les mulets cessèrent leur saut et, rassemblés en une escadrille en V, fendirent le centre du bras de mer d'un sillage nerveux, se dirigeant vers la Molybelle. Bientôt, l'eau au-dessous de Roy s'assombrit et il distingua la forme à tête arrondie de chaque poisson, nageant à sauve qui peut. Comme le banc approchait de l'épave du crabier, il se divisa nettement comme tranché par la lame d'un sabre. Roy choisit un poisson vite fait et, en équilibre précaire, plongea les 2 mains dans le courant. Pendant un instant palpitant, il sentit vraiment sa prise dans sa main, fraîche, glissante, aussi magique que du mercure. Il serra les doigts, mais le mulet gicla sans effort de son poing avant de rejoindre d'un saut le banc en fuite. Roy se redressa et contempla ses paumes dégoulinantes et vides. Impossible, se dit-il. Personne ne peut attraper une de ces sacrées bestioles à main nue, pas même le demi-frère de Béatrice. Il y avait dû y avoir un truc, un habile tour de magie. Une espèce de rire jaillit du fouillis dense des mangroves. Roy l'attribua au héron, mais, en levant la tête, il aperçut que l'oiseau s'était envolé. Il se redressa lentement en se protégeant les yeux de l'éclat du soleil. « C'est toi » cria-t-il. « C'est toi, Napoléon Bridger ?» Pas de réponse. Roy attendit sans désemparer jusqu'au coucher du soleil. Le bras de mer se drapa d'ombre. Plus aucun éclat rieur ne s'éleva d'entre les arbres. À contre-cœur, il glissa de la Molybelle et laissa la marée basse le ramener sur la rive. Il remit ses vêtements tel un robot, mais, en tendant la main vers ses chaussures, il n'en vit qu'une, accrochée à la branche fourchue. Sa basket droite manquait. Il enfila la gauche et partit à cloche-pied à la recherche de l'autre. Il la retrouva bientôt à demi submergée dans les hauts fonds, sous les branches, là où, supposa-t-il, elle avait dû tomber. Cependant, quand il se baissa pour la ramasser, elle ne voulut pas venir facilement. On avait entortillé solidement ses lacets autour d'une racine incrustée de coquillages. Roy avait les doigts qui tremblaient en défaisant les nœuds en demi-clé. Il souleva la basket détrempée et jeta un coup d'œil à l'intérieur. Il y aperçut un mulet, pas plus grand que l'index, frétillant et protestant de toutes ses éclaboussures contre sa captivité. Roy vida le bébé poisson dans sa paume et le remporta au bras de mer. Il remit doucement le poisson dans l'eau où, après avoir lancé un seul éclair, celui-ci s'évanouit comme une étincelle. Roy demeura immobile, écoutant intensément, mais n'entendit que le bourdonnement des moustiques et le chuchotis du ruisseau. L'étrange coureur était déjà loin. En lançant son autre basket, Roy riait tout seul. Donc, la super capture du mulet à main nue n'était pas truquée. Finalement, ce n'était pas impossible. Va falloir que je revienne un autre jour et que j'essaie encore un coup, je crois bien, songea Roy, ce que ferait tout vrai natif de Floride.